Pour l'heure, j'ai le plaisir d'avoir au téléphone avec moi Élodie Singal, psychothérapeute et auteure du livre Ma famille recomposée. Bonjour Madame Singal. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez donc rédigé et écrit ce livre Ma famille recomposée. Vous connaissez parfaitement le sujet. Aujourd'hui, la première question qui me vient, Madame Singal, c'est quel est l'état en général psychologique d'un enfant qui se retrouve confronté à un divorce ? Ça va dépendre en fait de la qualité des parents. Ça va dépendre de la qualité du divorce ou de la séparation. Ça va dépendre de beaucoup de choses. En général, un enfant n'a pas envie de voir ses parents se séparer, donc il est forcément fébrile, fragile. Mais si les parents gèrent bien la séparation et contiennent bien les émotions, normalement, ça se passe bien. Donc, ce n'est pas une légende, hein. Un divorce réussi améliore le contexte pour les enfants. Un divorce réussi et rapide. Et rapide surtout, c'est vrai que si on se fait ça à coup de procès et que ça peut durer longtemps, mettre un divorce. Effectivement, ça peut durer des années. Des années et c'est jamais bien évident. Alors, dans votre livre Ma famille recomposée, vous abordez un petit peu et même longuement d'ailleurs le sujet du statut du beau-parent. Aujourd'hui en France, dans les mœurs, quel est réellement ce statut ? On parle hors de la loi. Hein. Vraiment dans une famille, est-ce qu'on peut attribuer un rôle important à ce beau-parent ? Alors, on peut lui attribuer un rôle important, mais ça va dépendre de la famille, parce que le problème dans l'idée de statuer sur statuer juridiquement sur le beau-parent, c'est qu'il n'y a pas une famille recomposée, il y a des familles recomposées. Il y a des parents, des beaux-parents, des types de recomposition différentes aussi. Ça va dépendre de est-ce que l'autre parent est décédé ou toujours en vie, quel est le mode de garde. Et en fait, c'est très compliqué de pouvoir statuer, parce que c'est pareil, il y a des beaux-parents qui ne veulent pas être important dans la vie des enfants. Mais ça dépend peut-être sûrement de l'âge de l'enfant également, non ? Pas forcément, parce que il est vrai que plus on s'occupe d'un enfant jeune, plus la recomposition familiale est facile et plus la place du beau-parent s'ancre. Et plus l'enfant est vers l'adolescence et plus le beau-parent reste un peu l'amoureux du parent. Mais ça n'empêche qu'il y a des familles recomposées qui fonctionnent très très bien avec des enfants à l'adolescence et d'autres qui fonctionnent très très mal avec des petits-enfants. Et encore une fois, il n'y a pas une famille recomposée, il y a des familles recomposées. Oui, en fait, c'est ce que vous essayez de nous expliquer, Madame Singal, c'est que chaque famille recomposée est différente. Chaque famille recomposée est différente, elle se compose différemment, et puis encore une fois, statuer sur le beau-parent, c'est quelque part être obligé de prendre en compte aussi la place de l'autre parent, donc du mode de garde, parce que c'est quand même très compliqué de donner des droits à un beau-parent quand l'un des parents voit très peu son enfant, excusez-moi. Oui, donc ça va dépendre de la présence du parent biologique qui manque à l'appel dans le couple en réalité. Oui. Ça va manquer ça va être sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a une différence ? Je pense que oui, mais je vous la pose en tant que psychothérapeute. La différence d'une famille recomposée qui donc la femme et l'homme arrivent tous les deux avec leurs propres enfants et on emménage tous, on fait une belle famille, mais est-ce que ça coince ? Et je pense que oui sur certains sujets. Est-ce qu'à ce moment-là, le statut du beau-parent peut être plus simple à accepter par la famille, sachant qu'il y a des enfants des deux côtés ? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de formule, c'est au cas par cas. Ça peut faciliter, comme ça peut être au contraire une entrave. Ça va dépendre de l'âge des enfants, ça va dépendre aussi de la façon dont les beaux-parents se placent. Moi, je prône une chose dans la recomposition familiale, c'est la lenteur. C'est prendre le temps de se rencontrer, prendre le temps de faire des choses ensemble avant de dire c'est ton beau-parent ou c'est une famille recomposée. Parce que si on se précipite, que l'on soit déjà à recomposer une fratrie ou qu'il n'y ait pas d'enfants des deux côtés, de toute façon, si on se précipite, on augmente les chances de faire échouer la famille recomposée. Alors aujourd'hui, il y a aussi l'âge des enfants qui compte. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se permettre d'expliquer un divorce à un enfant, par exemple, de 5, 6, voire 7 ans, oui, comme on pourrait l'expliquer à un enfant de 15 ans ? Oui, alors pas de la même manière, mais comme vous avez une avocate avec vous qui vous confirmera que normalement on a aussi l'obligation d'expliquer à son enfant les procédures, les enjeux et comment ça se passe. Alors après il faut le faire évidemment avec intelligence, sans dénigrer l'autre parent, sans venir instrumentaliser l'enfant, mais expliquer la séparation et la famille recomposée à son enfant, ça doit être fait. Et ça doit justement être fait avec intelligence, sans débordement émotionnel, de façon à ce que l'enfant ait le sentiment que sa vie va peut-être être chamboulée, mais les parents ne sont pas perdus là-dedans. Ce qui vraiment perturbe un enfant, c'est de voir ses parents changer, ses parents déborder émotionnellement. En fait, il ne reconnaît plus ses parents.
D'un seul coup, c'est l'ombre de son parent qui est dans sa vie. Donc, quel que soit l'âge, il faut expliquer à son enfant ce qui se passe. Donc, et lui donner tous les éléments que l'on a. Et si on n'a pas d'éléments, c'est lui dire on va réfléchir à cette question-là. La question, par exemple, de l'emménagement, la question de l'école ou ces choses-là. Même si on n'a pas la réponse tout de suite, il faut lui dire on va y réfléchir. Maître, est-ce qu'on demande l'avis aux enfants pendant un divorce pour savoir où est-ce qu'ils veulent vivre? Alors, on peut leur demander, sachant que leur avis ne s'impose pas au juge, le juge décide, il peut entendre ou faire entendre un enfant en fonction de l'âge. D'accord, donc au final, l'enfant n'a pas tellement son mot à dire, mais le juge l'entend quand même. Si l'enfant dit non, je veux pas vivre avec mon père ou je veux pas vivre avec ma mère, il est quand même possible qu'on aille contre l'avis de l'enfant? Tout à fait. C'est compliqué ça aussi à gérer, Madame Singal, quand un enfant préfère aller vivre chez l'un ou l'autre et que finalement les décisions juridiques se font tout autre. C'est compliqué, oui et non, parce que l'air de rien, un enfant n'a pas une vue d'ensemble, il acquiert la pensée abstraite à 16 ans. Comment peut-il, à l'âge de 12 ans, décider de ce qui est bon pour lui? Il peut décider aujourd'hui à 12 ans qu'il préfère aller vivre chez maman, mais à 13 ans, il préfère aller vivre chez papa, parce qu'un enfant est très changeant. Donc, que l'avis de l'enfant soit consultatif, c'est très bien, et qu'ensuite le juge le considère comme un avis consultatif, ça c'est très bien. Mais en revanche, qu'on laisse l'enfant décider pour lui ce qui est bon, c'est presque lui donner un rôle de parent et oublier soi-même d'être un parent. Comment est-ce que l'enfant peut savoir ce qui est bon pour lui? C'est ça le... Alors après, il y a quelque chose qui est à mettre en place. Si l'enfant dit « je préfère aller vivre chez papa », mais que le juge dit « mais non, il est mieux chez maman », peut-être qu'on peut étendre les droits de visite dans ce cas-là et essayer de trouver un compromis. Et ce qui manque aujourd'hui, justement, dans les dossiers juridiques, enfin les dossiers conflictuels, c'est qu'on ne cherche pas de compromis. C'est l'un ou l'autre. Et le problème aussi qui peut se poser lors d'un divorce, et je pense qu'il doit être d'ailleurs, vous allez peut-être pouvoir me le dire, Madame Singal, on va peut-être pouvoir en discuter, Maître aussi, la difficulté la plus compliquée à gérer pour un enfant, est-ce que ce serait pas les parents qui se battent pour la garde? Ah si, c'est affreux pour eux, ça. C'est très très dur parce qu'ils se retrouvent dans un conflit de loyauté très violent où en fait quelque part chaque parent demande à l'enfant de devoir choisir entre l'un et l'autre et donc il est forcé l'enfant de devoir décevoir ou de faire du mal à l'un de ses parents. Et c'est la pire bêtise à faire au final de monter le parent contre l'autre parce qu'au final... Mais même sans vouloir monter le parent contre l'autre, on peut tout simplement dire à son enfant, écoute, moi je suis pas favorable à la résidence alternée, papa l'est. Moi je voudrais que tu vives avec moi tout le temps, papa voudrait que tu vives avec moi une semaine sur deux. Papa est très bien, mais je suis pas d'accord et je te demande de choisir. Même si papa tient le même discours en disant maman est très bien, je te demande de choisir, comment on peut demander à un enfant de choisir? Quel que soit son âge, 5 ans, 10 ans, 15 ans. C'est très compliqué pour un enfant. Moi, j'ai dans mes consultations des jeunes de 18 ans qui ont l'impression de ne plus avoir le droit de penser parce qu'en fait, leur seul mode de pensée, c'est celui de moins décevoir l'un des deux parents. C'est vrai que c'est compliqué. La liberté. C'est vrai que c'est difficile. On va avoir des témoignages dans cette émission de familles recomposées. Au final, pour aborder le statut juridique, Madame Singal, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il faudrait légiférer ce statut du beau-parent? Alors c'est un sujet complexe. J'ai beaucoup de mal à me positionner, mais j'ai tendance à dire non. J'ai tendance à dire qu'on devrait plutôt faire évoluer certaines institutions, par exemple l'école. On pourrait faire des formulaires ou des autorisations pour que les beaux-parents aient une place. On pourrait, avec la sécurité sociale également, faire qu'on puisse nommer des adultes, des coparents. Voilà. Je pense qu'au niveau des institutions, ou même fiscalement, on pourrait autoriser justement à ce que je puisse faire hériter mes beaux-enfants sans qu'il y ait d'impôts derrière, etc. Je pense qu'on pourrait institutionnellement faire changer les choses, mais légiférer, c'est presque donner du pouvoir dans les familles recomposées dont le divorce s'est mal passé, du pouvoir aux parents et aux beaux-parents pour aller faire du mal à l'autre parent. Et on va instrumentaliser ça, et on va se retrouver à nouveau avec des tribunaux qui vont être débordés parce que des beaux-parents qui sont détestés par les enfants veulent à tout prix récupérer la garde après les séparations, etc., etc. Pour moi, ça me semble très compliqué. En revanche, je pense qu'on devrait faire évoluer les institutions sur des données qui sont liées au quotidien de l'enfant. Alors après, on regarde certains autres pays d'Europe. Par exemple, en Suisse, le beau-parent est considéré comme un auxiliaire du parent biologique. Il n'a ni droit ni devoir direct envers l'enfant de son conjoint ou de son compagnon. Toutefois, le Code civil l'oblige à assister son conjoint de façon appropriée dans l'exercice de l'autorité parentale. Maître obligé, c'est compliqué comme mot dans la loi. Hein. C'est très compliqué. Je pense qu'on ne peut pas obliger un beau-parent à intervenir dans la vie d'un enfant qui n'est pas le sien.
pense que ça c'est compliqué. À l'inverse, par exemple, Je suis assez d'accord. la loi suédoise ne reconnaît pas le beau-parent, mais uniquement dans le cas des enfants nés au sein d'un couple homosexuel. Donc ça, après, c'est pareil, c'est un autre domaine. Un autre débat, ça. Ouais. Mais au final, on le frôle également parce qu'il y a des familles qui sont hétérosexuelles. Un divorce se crée et l'un des deux parents se met avec une personne du même sexe. Et là, je pense également que pour les enfants, ça devient un peu plus compliqué dans les explications, en tout cas, parce que des familles homoparentales, il y en a des dizaines et des dizaines en France, c'est pas le souci. C'est peut-être l'explication pour l'enfant qui devient compliquée. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que à partir du moment où on a banalisé l'homosexualité et où on explique à son enfant que l'homosexualité fait partie de la vie, la seule complication, c'est à la rigueur de lui dire qu'il va peut-être être un peu raillé de temps en temps, mais on peut le rendre fort grâce à ça. Alors la difficulté, ça va plutôt être l'autre parent qui va rejouer quelque chose de son conjugal. J'ai dans mon cabinet justement un papa qui, après 12 ans de vie commune, se retrouve à aller vivre avec un homme. Ce qui est compliqué, c'est plutôt son ex-femme. Parce que son ex-femme se sent bafouée, elle a l'impression que son histoire a été une mascarade. Et là, on va rejouer quelque chose. C'est là où c'est compliqué. Mais par rapport à l'enfant, si on lui passe pas de message de l'homoparentalité, c'est compliqué, il prend ça très simplement. Et donc, du coup... Après, ça va dépendre des âges. Évidemment, un enfant qui a avant 10 ans, il est assez friable, il est malléable, etc. Un enfant qui a 15 ans à l'adolescence se posera un autre souci. Mais ça va dépendre de l'éducation qu'on lui a donnée aussi. Si on a eu des propos homophobes et qu'on est rentré dans un jeu de l'homophobie, forcément, pour l'enfant, ça va être compliqué. Parce qu'automatiquement, on réfléchit comme ses parents. Je sais qu'on doit vous laisser, Maître Singal. Juste une dernière question, justement, pour les familles qui se retrouvent dans cette situation-là. Est-ce que vous avez un conseil à leur donner pour expliquer à leur enfant, bah voilà, je me mets avec un homme, mais je sais pas comment on pourrait conseiller parce que c'est vraiment un sujet. On en a discuté il y a quelques jours avec Gaëtan quand on a fait le bilan du mariage pour tous. Faut pas oublier que, moi je dirais que c'est la même chose que si je me mettais avec une femme. En tant qu'homme, je me mets avec une femme ou avec un homme. Au départ, je présente un ami. Au fur et à mesure, cet ami s'introduit dans ma vie. Il participe à des petits événements et des grands événements de ma vie. Régulièrement, on se retrouve pour dîner, déjeuner, aller au cinéma, aller au parc, etc. Et au bout d'un moment, cette personne-là rentre dans la vie de l'enfant. Et l'enfant apprend à aimer cette personne. Et encore une fois, s'il n'y a pas eu de discours d'homophobie derrière et de soucis sur l'homophobie, au bout d'un moment, très naturellement, l'enfant de lui-même va comprendre. Donc très vite, il faudra lui expliquer, je suis avec cette personne, mais pour moi, il ne faut pas rentrer dans le jeu de la gêne, de la culpabilité, je suis homosexuel, désolé mon enfant, etc. Non, ça reste de l'amour. Il faut rentrer sur le terrain de l'amour. Voilà, je suis tombée amoureux de ce monsieur-là, tu le connais bien, ça se passe bien, tu as bien vu, je suis un papa heureux du coup, tu t'entends bien avec lui, c'est de l'amour. C'est l'amour, il faut le résumer comme ça. Après, on gère au quotidien les petites failles qu'il va y avoir, les petits soucis, les difficultés. On est dans la communication, dans l'ouverture d'esprit. On va à l'école expliquer parce qu'il faut aussi... le petit souci, c'est d'avoir à chaque fois, tiens, c'est bizarre, il y a 3 hommes qui viennent te chercher à l'école et une femme. C'est qui ce 3e homme? Donc, il faut juste expliquer à la directrice et à la maîtresse ou au professeur que, voilà, faire son coming out, ce qui est toujours très compliqué dans l'homosexualité et c'est dommage. Mais voilà, il y aura des petits détails à agencer au quotidien, et pour le reste, c'est de l'amour. Il faut tenir le discours sur l'amour. Et surtout, bien faire passer le message que la personne, justement, qui, donc, soit la femme, soit l'homme qui reste, entre guillemets, sur la touche, n'influence pas l'enfant avec des propos homophobes, justement. Ça, c'est compliqué, ouais. Chacun a ses propres idées sur le sujet, mais on pense d'abord aux enfants et on évite de dire des bêtises, des saloperies sur le deuxième parent parce que ça complique l'enfant. Au contraire, au lieu de vouloir rapprocher l'enfant de soi, on peut déjà, dans un premier temps, je pense, et vous allez pouvoir me le dire, Madame Singal, éloigner son enfant et de 2, lui donner une mauvaise image de la société qui lui coûtera cher plus tard. Enfin, en même temps, la société donne pas une très bonne image de l'homosexualité en ce moment. C'est vrai, malheureusement. C'est pas très bien son travail en ce moment. Merci beaucoup, en tout cas, Élodie Singal. Alors, je le rappelle, et je veux vraiment en parler de votre livre. C'est le livre Ma famille recomposée. Avec votre gentillesse, j'ai eu accès à ce livre. Ça se lit facilement. C'est pas barbant. Il y a des images, il y a des illustrations. C'est vraiment très bien fait. Juste, par contre, j'ai plus l'édition sous les yeux. Madame Singal, si vous pouvez nous donner l'édition. Voilà. Donc, Ma famille recomposée aux éditions Tournez la page. Je vous le conseille vivement. Et même si vous n'êtes pas une famille recomposée, vous allez apprendre plein de choses sur comment expliquer aux enfants. Bref, c'est un très bon bouquin. Merci beaucoup, Élodie Singal. Merci beaucoup, bonne journée. À vous aussi, au revoir.